François Hollande, avant d'aborder de nombreux thèmes comme la politique intérieure, l'économie ou l'international, je vous propose de parler des sujets de société. Ce sont ceux qui ont le plus intéressé les internautes et qui ont recueilli le plus de voix. Avant de parler radar, mariage gay ou logement, on reste un peu sur Internet avec cette question sur Adopi. Vous savez, Adopi, c'est la haute autorité qui lutte contre le téléchargement illégal. Et c'est JPM de Montpellier qui vous demande votre avis sur Adopi et si vous allez modifier cette loi si vous êtes président. Vous pouvez répondre tout de suite à la question. Ah d'accord, oui. Je pensais qu'il allait parler. Il y aura parfois des questions vidéo. Mais... je n'ai pas voté cette loi. J'ai considéré qu'elle n'avait pas été bien préparée, bien conçue. Elle s'applique, d'ailleurs assez difficilement. Le président de la République en a lui-même convenu. Et donc ce que je ferai, c'est que aussitôt installer les nouveaux responsables, je ferai une évaluation de Adopi qui aboutira à la révision de ce dispositif législatif. 70 000 recommandations fin 2010, c'est pas assez? Enfin, c'est les mails. Je pense que ce qui n'était pas bon, c'était un mécanisme d'intrusion qui pouvait donner le sentiment qu'il y avait là comme un ordre qui allait s'installer chez chacun des utilisateurs. Et en même temps, il faut une dissuasion. Parce que je suis pour que les droits d'auteur puissent être rémunérés. Alors il faut chercher la solution technique, surtout la solution financière, donc politique. Il faut qu'il y ait une contribution. On appelait ça licence globale il y a quelques mois, mais déjà le concept est dépassé. Il faut une contribution qui permette aux utilisateurs d'aller vers les sites qui les intéressent, mais en même temps qui permettent de rémunérer les auteurs. Alors, l'un des thèmes forts de l'année 2010, ça a été les retraites. Le gouvernement a fait passer une réforme qui était très très contestée. J'ai une question de Lapace qui vous demande si vous revenez à l'Élysée en 2012, est-ce que vous reviendrez à la retraite à 60 ans? Et si oui, quelles mesures allez-vous assortir de ce retour à 60 ans? Alors, je ne reviendrai pas à l'Élysée parce que je n'y suis jamais allé comme président. La question était si les socialistes reviennent à l'Élysée. Voilà. Si la gauche est majoritaire, parce qu'il faut non seulement gagner la présidence de la République, mais il faut ensuite avoir une majorité à l'Assemblée nationale. J'y reviendrai. Mais pour répondre à la question, je suis pour que ceux qui ont cotisé 41 années puissent partir à la retraite à taux plein à partir de 60 ans. Voilà ma réponse. D'accord. Alors, une précision de nos vérificateurs, c'est vrai que le corps avait fait des estimations qui étaient assez sérieuses, un déficit de 30 milliards financé, qui pourrait atteindre 70 milliards en 2050. Comment est-ce que vous envisagez ces perspectives avec un retour à la retraite à 60 ans? Non, il s'agit bien de dire que c'est la durée de cotisation qui va être la variable. Et s'il y a demain, et je l'espère, un allongement de la vie, il est logique qu'il y ait aussi un allongement de la durée de cotisation. Il y aura un lien donc entre finalement l'espérance de vie et la durée de travail que nous sommes obligés de consacrer pour préparer la retraite. Ça, c'est le premier principe. Le second principe, c'est qu'il faut trouver de nouvelles ressources. Pas simplement du côté des cotisations des salariés et des employeurs, mais du côté du capital, ou en tout cas de tout ce qui fait la richesse nationale. La retraite, c'est un bien public, même si c'est un bien privé. C'est un bien public au sens que c'est une protection sociale que nous assurons, mais c'est un bien privé parce que ça appartient à chacun. Donc il faut qu'il y ait un effort de chacun et en même temps une solidarité de tous. Donc peut-être de façon concrète, une mesure phare que vous allez mettre en place pour financer ce système, justement? Mais je ferai en sorte qu'il y ait une contribution générale sur l'ensemble des revenus et notamment du capital pour qu'il y ait une ressource supplémentaire pour les retraites. Je ferai en sorte aussi qu'il y ait du côté de tout ce qui peut être temps partiel à la fin de la période d'activité, qu'il y ait une conciliation entre vie professionnelle et préparation de la retraite. Alors, François Hollande, l'un des thèmes qui a mobilisé les internautes ces derniers jours, c'est aussi la sécurité routière. Un internaute vous demande votre avis sur le retrait des panneaux de radar, l'interdiction des avertisseurs de radar et l'augmentation de la perte de points, des mesures qui ont été mises en place récemment. Moi, je suis pour la sécurité routière. Et dans ce domaine, je ne fais pas de surenchère dans un sens ou dans un autre. Je pense que ce sont des mesures qui doivent être acceptées par tous, par toutes les familles politiques. Alors, il y a eu la question des radars d'avertissement. Moi, j'ai dit, expérimentons cette formule, c'est-à-dire avec des radars d'avertissement ou sans radars d'avertissement.
Si c'est mieux d'avoir des radars d'avertissement pour éviter des accidents, eh bien, je suis pour. Si c'est un facteur, au contraire, de permissivité ou de facilité, je suis contre. Je pense que sur ces affaires-là, il faut faire de la concertation, sans doute, mais il faut surtout faire de l'information, de l'expérimentation. Il faut aller vers tout ce qui est la sécurité. Vous êtes sur la même ligne que le gouvernement, finalement, sur... Mais je ne m'en plains pas sur ce plan-là. Je pense que c'est des enjeux qui dépassent la gauche et la droite. Clivage gauche-droite. Maintenant, je suis conscient aussi de ce que représente la perte de points pour bon nombre de nos concitoyens, notamment pour ceux qui utilisent la voiture pour aller travailler. Donc je fais aussi en sorte que ça n'apparaisse pas comme une punition, ni même comme un prélèvement. C'est pour ça que toutes les recettes qui sont tirées des contraventions doivent être affectées à des programmations de sécurité routière. Qu'on ne puisse pas dire que l'État gagne quelque argent que ce soit sur le dos de la sécurité ou de l'insécurité routière. Première question vidéo de cette émission, elle concerne les jeunes et le logement. Et c'est Baki Youssoufou, le président de la Confédération étudiante, qui vous la pose. Bonjour François Hollande. La question que je vais vous poser concerne l'accès au logement des jeunes. Aujourd'hui, seulement 13% des étudiants qui cherchent un logement peuvent accéder à un logement public. Or, dans tous les programmes, on voit ce qui est mis en avant, c'est la construction. Pourtant, 85% des étudiants logent dans le parc privé. Sauf que ces étudiants n'ont pas aujourd'hui les moyens d'accompagnement, ni pour la caution, ni pour les garanties. Et ils sont livrés aussi à toutes les formes d'arnaques, notamment celles que nous avons dénoncées à la Confédération étudiante, celle des vendeurs de listes. Alors, ma question est celle-ci. Qu'est-ce que vous allez faire pour permettre aux jeunes d'accéder à un logement public ou privé, parce qu'à la limite, les jeunes, ce qu'ils veulent, c'est juste d'accéder à un logement. Comment vous allez faire pour faciliter l'accès au parc privé pour les jeunes, parce qu'aujourd'hui, le parc public disponible n'est pas suffisant. Quelles sont les mesures d'accompagnement que vous allez mettre en place? Et enfin, est-ce que vous allez taxer les propriétaires des logements vides dans les centres urbains qui ne veulent pas les mettre en location pour les jeunes? Vous savez que j'ai fait de la jeunesse le cœur de mon engagement pour la campagne présidentielle et avant pour la primaire. Je considère que c'est autour de cet enjeu générationnel qu'il faut mobiliser l'ensemble des Français. Donc je réponds finalement aux trois questions. Premièrement, il faut que nous créions des organismes intermédiaires entre le propriétaire et le locataire étudiant qui auraient pour mission de donner la caution et de donner la garantie. On ne peut pas demander à un jeune étudiant ou d'ailleurs apprenti ou salarié de faire l'avance de frais qu'il ne peut pas consentir. Donc la première disposition que je prendrai, c'est de mettre en place ces organismes intermédiaires qui assurent finalement la mutualisation, qui garantissent au propriétaire qu'il sera payé de son loyer et qui permettent aux jeunes étudiants de pouvoir rentrer dans un logement du parc privé. La deuxième disposition, c'est dans le parc social, ce qu'on appelle le parc HLM. Il faut qu'il y ait un quota de logements, aussi bien pour les nouvelles constructions que pour le parc existant, qui puisse être réservé aux étudiants, bien sûr dans les villes où il y a une présence universitaire. Et puis la troisième mesure, qui a été citée par le président de la Confédération, c'est de faire en sorte que les logements vacants soient taxés. C'est-à-dire qu'il existe déjà une taxe d'inhabitation. C'est-à-dire que, normalement, quand le logement est occupé, il y a une taxe d'habitation qui est versée. Il existe déjà, dans le droit actuel fiscal, une taxe d'inhabitation. On fait payer le propriétaire une taxe du logement qui n'est pas occupé. Et donc, il faut absolument augmenter significativement cette taxe pour inciter à la mise en place d'offres locatives plus importantes. Alors, une autre question de société, elle nous est posée par Ève Joseph dans le Jura. Elle concerne la gestation pour autrui, donc la question des mères porteuses. Vous avez d'ailleurs signé un appel en février dans Le Monde contre le marché des ventres. Alors, quelle est votre position donc? Vous êtes contre? Oui, puisque j'ai signé cet engagement, je considère qu'il y a bien sûr une volonté qui doit être respectée de vouloir un enfant. Mais le corps humain n'est pas une marchandise, n'est pas un bien comme les autres. Même s'il y a la gratuité, souvent il est évoqué que les personnes qui acceptent de porter un enfant ne le font pas pour de l'argent,
mais vous vous rendez compte des problèmes que ça pose aussi après, quand on a porté un enfant, des droits qui peuvent être revendiqués. Donc je pense qu'il faut avoir des principes simples. Autant il faut favoriser l'adoption, sans doute de manière plus massive qu'aujourd'hui, autant il faut avoir l'interdiction de la gestation pour autrui. François Hollande, une dernière question de société qui va peut-être vous paraître originale, mais elle a reçu de nombreux votes sur YouTube. Quel est votre avis concernant la pratique du naturisme? Et est-ce que vous êtes plutôt pour durcir les lois à ce sujet ou pour les adoucir? Est-ce que vous connaissez déjà un peu le sujet ou pas? Écoutez, je n'ai pas étudié le sujet, mais je vais le faire suite à votre interpellation. Je ne pratique pas non plus le naturisme, donc je n'ai pas du tout de prévention à l'égard de cette pratique. Ce qu'il faut, c'est que chacun puisse le faire dans des lieux qui sont dédiés à cet effet. Hein. Vous n'allez donc pas au Cap d'Agde? Je ne vais pas au Cap d'Agde, mais je veux bien y aller, mais il y a des parties, normalement, qui doivent être réservées aux naturistes et d'autres qui ne pratiquent pas cette espèce de contact avec la nature. C'est bien ça. Hein. D'accord, voilà. Mais je vais étudier la question, hein. Je ne veux pas être péremptoire, mais vous vérifierez si des paparazzis me suivent que je suis plutôt dans une tenue qui garde pour l'instant le maillot. Alors, avant de passer au thème suivant, un premier retour de nos vérificateurs. Sur la question des retraites, vous avez dit que vous comptez allonger la durée de cotisation, mais selon un rapport du Conseil d'orientation des retraites, ce sont les femmes qui seraient les premières pénalisées. Donc, quelles mesures comptez-vous mettre en place, notamment sur la question des carrières discontinues? Ah non, qu'on soit bien clair, la durée de cotisation, aujourd'hui, elle vaut pour les hommes comme pour les femmes. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas les durées de cotisation. Maintenant, même si on attend 62 ans, voire même 67 ans, des femmes qui n'ont pas travaillé pendant les premières années de leur vie normalement professionnelle, mais en fait consacrées à leurs enfants, ces femmes-là, de toute façon, n'auront pas les durées de cotisation, quel que soit l'âge de départ. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ces situations? Il faut peut-être reconnaître des périodes de la vie qui n'ont pas été des périodes de travail, mais en fait comme des périodes qui peuvent valoir pour la retraite. Donc il y a une prise en compte de la vie familiale dans le calcul des droits à la retraite. C'est déjà pour partie le cas, puisque chaque enfant donne droit à 2 ans de droit à la retraite. Donc vous vous engagez à ce que les trimestres passés à éduquer les enfants puissent être... Il faut regarder cette question, c'est une des façons de pouvoir justement justifier de possibles allongements de durée de cotisation à l'avenir. Enfin, il y a aussi la pénibilité. La durée de cotisation, elle ne peut pas être la même pour tous. Et donc, il y aura une négociation à engager après 2012. Elle n'a jamais été véritablement menée, en tout cas, elle n'a jamais abouti. Mais il faut que la pénibilité de certains métiers soit reconnue pour qu'il n'y ait pas les mêmes durées de cotisation qui soient exigées de certains et d'autres. Alors, un chiffre avant d'aborder les questions de jeunesse et d'éducation. Parmi les jeunes actifs, 17% sont au chômage en 2010. C'est un peu moins que l'année précédente, mais c'est toujours 9 points de plus que la moyenne de la population active. Alors, dans ce contexte, il y a Thomas J. Alors, Dussel, c'est en Corrèze. Là, les Corréziens se sont bien mobilisés. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez la ville d'Ussel. Oui. Il a 19 ans et il a une question. Qu'est-ce que le contrat de génération que vous proposez? Et vous en proposez d'ailleurs 200 000 par an. Aujourd'hui, on a un chômage des jeunes, à peu près 20%, 17%, vous avez cité le chiffre. Et on a aussi un chômage de seniors. En tout cas, on a de plus en plus, par de multiples mécanismes, des seniors qui n'ont pas atteint en plus les durées nécessaires de cotisation pour partir à la retraite ou qui n'ont pas 60 ans, a fortiori s'il faut attendre 62 ans, et qui se trouvent écartés du marché du travail. Chaque fois qu'on fait une mesure jeune, on écarte les seniors. Chaque fois qu'on fait une mesure senior, on écarte les jeunes. Donc je suis parti de ce constat où il faut unir les générations. Qu'est-ce que c'est que ce contrat de génération? C'est l'employeur qui garde un senior le temps qu'il puisse constituer ses droits pour partir à la retraite et qui embauche un jeune de moins de 25 ans avec un contrat à durée indéterminée. Eh bien, cet employeur ne doit plus payer de cotisation sociale sur les 2 emplois pendant 3 ans. Quelle est l'idée? Finalement, on prend une mesure qui va garder et des seniors et des jeunes, qui va permettre aux seniors de transmettre son expérience, son savoir-faire aux jeunes, donc avec un lien générationnel, et en plus, ça permet de recruter des jeunes
plus tôt. Parce que un des problèmes qu'on a sur le marché du travail pour les jeunes, c'est que avant de rentrer avec un contrat à durée indéterminée, il faut passer par tout un sas de petits boulots, de CDD, d'intérim, voire même de stages, où il est aussi difficile pour un jeune de décrocher un stage que de décrocher un emploi. Ce n'est pas acceptable. Je ne l'accepte pas. Donc, le contrat de génération, c'est une mesure phare, parce que ça permet justement l'union, la fédération des générations, et ensuite parce que ça permet et aux jeunes de travailler plus tôt, et à ceux qui sont dans l'emploi et qui doivent partir à la retraite, de travailler le temps nécessaire. Et vous ne craignez pas de créer un effet d'aubaine, par exemple? Ben, l'effet d'aubaine, il ne se fera pas, il y en a toujours des effets d'aubaine, mais il ne se fera pas au détriment de l'intérêt général, puisque l'employeur qui fera ce choix, qui aura peut-être d'ailleurs embauché un jeune, il ne l'aurait pas embauché avec un contrat à durée indéterminée. Et s'il avait embauché un jeune, même avec un contrat à durée indéterminée, peut-être qu'il aurait poussé le senior à quitter l'entreprise. Donc, il y a peut-être un effet d'aubaine, mais il y a surtout un effet vertueux. Quand on peut inciter à la vertu, c'est pas forcément mauvais. La vertu ne va pas de soi, toujours. Hein. C'est une question de morale, mais c'est aussi une question, un moment de contrepartie. Alors, dans ce thème jeunesse, on va parler de l'éducation nationale. Une question de Madeleine de Paris. Comment comptez-vous gérer les suppressions de postes d'enseignants si vous devenez président ? La règle de non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, que j'ai contestée, non pas parce qu'il ne faudrait pas faire d'économie, chacun sait l'état de nos finances publiques, que j'ai contestée parce que c'est une règle mécanique, donc qui devient absurde. Elle ne part pas d'une évaluation des besoins, elle part d'une justification de résultat. Un fonctionnaire sur deux doit être non remplacé, ce qui d'ailleurs est une faible économie. 500 millions d'euros quand la TVA pour la restauration, qui a été abaissée, a coûté 3,5 milliards. Bon, donc chacun doit avoir ses ordres de grandeur. Néanmoins, pour l'éducation, ce que j'affirme ici, c'est qu'il n'y aura plus, si je suis élu président, il n'y aura plus de suppression de postes dans l'éducation nationale. Alors, Monsieur Hollande, je me permets de vous interrompre. Il y a les vérificateurs ont apparemment... Oui, alors sur cette question, j'ai un retour des vérificateurs qui nous demandent le recrutement de nouveaux enseignants n'est pas dans le projet du Parti socialiste. Pourquoi ? Peut-être parce qu'il n'a pas voulu rentrer dans ce degré de précision, me permettant ainsi d'en fournir. Mais je crois qu'il est très important de dire, là aussi, ce que nous ferons. Dans l'éducation nationale, il y aura donc le renouvellement. Non pas pour qu'il y ait poste pour poste le même emploi. Il est nécessaire de redéployer les postes et de les mettre notamment dans les zones d'éducation prioritaire ou de les mettre dans l'école maternelle et l'école primaire, dont nous savons bien que c'est la condition d'un parcours réussi. Ce n'est pas la seule, mais c'est une des conditions. Et puis enfin, il faudra que nous fassions un effort aussi pour l'orientation scolaire, pour les lycées professionnels, parce que là aussi, il y a un certain nombre de manques. Et puis, nous avons, dans l'université, à faire un encadrement plus important. Donc voilà, la priorité, elle est là. Pas forcément sans réforme, sans évolution et sans changement, mais je veux qu'il y ait, de ce point de vue-là, une sanctuarisation. Alors, François Hollande, on continue de parler d'éducation nationale avec cette question vidéo de Victor Colbani, qui est président de l'Union nationale lycéenne. Bonjour François Hollande, ma question est très simple, elle est de la part des lycéens. Nicolas Sarkozy a cassé l'éducation nationale depuis 5 ans en supprimant des dizaines de milliers de postes de professeurs et de personnel encadrant. Si vous êtes président de la République en 2012, vous engagez-vous à mettre en place un plan pluriannuel de recrutement pour mettre fin à cette casse de l'éducation nationale et ainsi de permettre à chaque lycéen d'avoir un droit à la réussite? Alors, est-ce qu'un plan pluriannuel, c'est la bonne formule, hein, c'est-à-dire, on peut dire une programmation sur les 5 ans, parce que nous ne pourrons pas faire tout de suite, on ne pourra pas rattraper tout ce qui a été perdu. Hein, c'est aussi ça, une alternance. On ne peut pas d'un seul coup effacer, il faut construire. Et moi, je ne suis pas dans une logique où il faudrait détruire ce qu'ont fait nos prédécesseurs, mais là, en l'occurrence, c'est eux qui ont détruit. Donc, il va falloir reconstruire. Deuxièmement, la formation des enseignants est un élément très important. Il ne suffit pas, vous avez vu ce qui s'est passé, vous avez vu ces images où on voit des enseignants qui sont recrutés pour faire des remplacements venant de tous horizons professionnels. Je comprends d'ailleurs qu'il y ait cette aspiration à vouloir enseigner sans passer par les concours. Enfin, on voit bien que, quel que soit le mode de recrutement, il faut former. Pour devenir enseignant, il faut sans doute avoir, sûrement même, avoir savoir, connaissance à transmettre, mais il faut savoir aussi comment transmettre. Donc je rétablirai
tous les lieux de formation des enseignants. Nos vérificateurs reviennent vers nous. D'après un rapport 2010 de Gérard Longuet, lorsqu'il était sénateur, le nombre d'emplois dans l'éducation nationale a en réalité augmenté de 4500 postes depuis l'année dernière. Parce qu'il faut comptabiliser les personnels techniques et les personnels, les assistants d'éducation. Donc est-ce que finalement cette baisse des emplois que vous dénoncez, elle existe ? Là aussi, je salue le travail des vérificateurs. Il y a eu moins d'enseignants et plus de personnel temporaire, les assistants d'éducation. Et le budget a augmenté d'1 milliard d'euros. Oui, mais enfin, ça aussi la logique liée aux rémunérations et liée à l'augmentation d'un certain nombre d'effectifs. Mais il faut bien voir que pour le métier d'enseignement, il faut des enseignants. Hein, je ne nie pas qu'il doit y avoir d'autres personnels d'encadrement, parce que nous avons besoin aussi d'assistants d'éducation dans certains établissements pour prévenir un certain nombre de comportements, pour faire de l'accompagnement scolaire. Mais pour le métier d'enseignant, il faut avoir cette volonté de maintenir des recrutements.